Il est exactement 15 heures. Le curseur clignote sur une page blanche de façon presque moqueuse, tu vois, ou sur un document à moitié vide. Ouais, le fameux syndrome de la page blanche. Exactement. Et là, on a une tâche complexe qui exige vraiment toute notre attention, mais de manière presque imperceptible au début, il y a une tension physique qui s'installe. Mhm. Les épaules se crispent un peu, la respiration devient un peu plus superficielle et le regard commence carrément à fuir l'écran. Et là, soudain, une envie irrépressible de vérifier la météo de demain. Ou les actualités. Voilà. Ou de chercher la définition exacte d'un mot sur Internet, un truc qui surgit de nulle part. Et on se demande, mais pourquoi notre esprit opère-t-il ce genre de pirouette exactement à ce moment-là? C'est la grande question. Et lors de notre précédente exploration, il y a une idée fondamentale qui a émergé. On a vu que la distraction, c'est pas un banal problème de notification intrusive ou de manque de volonté. Non, pas du tout. C'est fondamentalement une tentative désespérée de fuir une sensation d'inconfort interne. Un genre de pansement qu'on tente de coller sur une anxiété naissante, un ennui profond ou un sentiment d'incompétence face à la difficulté. C'est tout à fait ça. Et donc notre mission aujourd'hui, pour la suite de cette réflexion, c'est de découvrir comment gérer ce fameux inconfort interne au moment très précis où il frappe, sans entrer dans une lutte épuisante. Alors, décortiquons tout ça. Ce qu'il faut analyser en premier lieu, c'est que notre réflexe biologique immédiat face à cette tension, c'est d'utiliser la force brute. Genre la volonté pure. Voilà, l'abstinence mentale pure et dure. On serre les dents et on se répète intérieurement ne pense pas à regarder le téléphone, reste concentré, ne pense pas à ouvrir ce nouvel onglet. Ouais, on essaye de s'auto-censurer, quoi. Exactement. Mais cette stratégie, elle est mécaniquement vouée à l'échec. En fait, c'est à cause d'un phénomène neurologique super bien documenté en psychologie cognitive qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond. C'est-à-dire? Si l'on essaye activement de supprimer une pensée, on informe littéralement notre cerveau que cette pensée est une menace redoutable. Ah, donc on la signale comme un danger. C'est ça. Le système de vigilance va donc la surveiller en permanence pour s'assurer qu'elle n'est pas va. Or, le simple fait de la surveiller, ça maintient cette idée au centre absolu de notre attention. C'est le vieux coup de l'éléphant rose, en fait. Mais carrément, c'est le principe classique. Si l'on s'interdit formellement de penser à un éléphant rose... C'est la seule et unique image qui va saturer notre espace mental. Exactement. Donc la force brute, c'est un piège cognitif. Et fuir en cédant à la distraction, ça résout rien non plus, puisque ça renforce l'automatisme. Ouais, ça valide le circuit de la fuite. Du coup, il ne reste qu'une seule option. Et c'est un changement de paradigme majeur. C'est d'apprendre à regarder cet inconfort en face. Et attention, pas en fin de journée, lors d'un bilan tranquillement posé. Non, à la microseconde exacte où il frappe. C'est crucial, oui. Le timing fait tout. Et c'est là qu'interviennent les travaux de Jonathan Bricker. C'est un psychologue spécialisé dans les mécanismes de l'attention. Et son idée centrale, c'est de braquer consciemment le projecteur sur la sensation inconfortable juste avant qu'elle ne devienne une distraction. L'exemple de la recherche sur Internet au milieu d'une tâche complexe, je trouve ça fascinant. On est coincé sur un paragraphe, on ressent ce léger vertige de l'incompétence et le cerveau propose cette porte de sortie qui a l'air géniale. Ah oui, le fameux « il faut absolument que je vérifie ce fait historique pour avancer ». Voilà. C'est un déguisement parfait. Ça a toute l'apparence de la productivité. Totalement. Mais au fond, c'est juste une échappatoire face au nœud dans l'estomac causé par la difficulté du travail. Machine narrative exceptionnelle. Il est vraiment programmé pour éviter la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il se raconte des histoires pour se rassurer, c'est ça? C'est exactement ça. S'il perçoit une angoisse liée à la difficulté d'une tâche, son instinct primaire, c'est la fuite. Mais comme on a tous envie de se percevoir comme des êtres rationnels et très professionnels... Oui, on veut pas se dire qu'on est juste en train de fuir. Voilà, fuir ouvertement en allant regarder des vidéos de chats, ça créerait une forte culpabilité. Alors, le cerveau invente une justification rationnelle, juste pour masquer une pulsion purement émotionnelle. Donc la pseudo-recherche sur Google devient un alibi parfait. C'est le crime parfait, oui. L'angoisse est apaisée puisqu'on quitte la page blanche et en même temps, on préserve l'ego, car l'action imite le travail. Mais attends, si je pousse cette logique un instant, demander à quelqu'un de s'arrêter net et de se concentrer délibérément sur ce nœud dans l'estomac, sur cette angoisse désagréable de la page blanche. Ouais. C'est pas totalement contre-intuitif, voire un peu masochiste, honnêtement. On pourrait le croire, oui. Oui, depuis des millénaires, notre système nerveux, il est câblé pour nous éloigner de la douleur. C'est un mécanisme de survie hyper basique. Si une flemme nous brûle, on retire la main, c'est instantané. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on devrait volontairement, au moment où l'on se sent incompétent ou anxieux, s'attarder sur cette brûlure psychologique plutôt que s'en détourner pour chercher du confort? Parce que, et c'est là toute la nuance,
L'inconfort psychologique n'est pas un feu physique. Ah, Même si notre cerveau reptilien le traite avec le même degré d'urgence, c'est pas la même chose. Ignorer une émotion inconfortable, en réalité, c'est lui laisser les commandes dans l'ombre. ok, je vois. Quand une sensation d'anxiété opère hors de notre champ de conscience clair, elle est entièrement gérée par l'amygdale. Et l'amygdale, c'est notre système d'alarme archaïque. Et j'imagine qu'elle fait pas dans la dentelle? Pas du tout. Elle ne nuance rien, elle crie au danger immédiat et elle déclenche des comportements impulsifs et automatiques. Mais le fait d'y prêter une attention délibérée, ça change toute la mécanique interne. Comment ça? En fait, l'observation consciente exige de l'énergie cognitive. Et cette énergie, elle vole littéralement le flux sanguin de l'amygdale pour l'allouer au cortex préfrontal. Qui est la zone de la rationalité? Exactement. C'est la zone responsable de l'analyse rationnelle et du contrôle de soi. Donc la lumière de la conscience éteint mécaniquement l'automatisme. En décidant d'étudier l'angoisse, on cesse d'en être le jouet. Donc le mal-être, quand il devient un objet d'étude, il perd son pouvoir sur nous. Instantanément. Il perd sa capacité de coercition. C'est fascinant, mais du coup, ce passage de l'alarme archaïque de l'amygdale à l'analyse rationnelle du cortex préfrontal, ça soulève une question redoutablement pratique. Laquelle? Comment on s'assure de vraiment opérer cette bascule? Parce que ces émotions, elles sont hyper furtives. Le laps de temps entre je me sens bloqué sur ce dossier et hop, j'ai ouvert une nouvelle application, ça se compte en dixièmes de seconde. C'est très rapide, oui. Et l'étape suivante qui est proposée par la méthode, elle exige une action qui introduit volontairement de la friction. C'est le fait de consigner l'information. Oui, de noter. Voilà, de noter immédiatement noir sur blanc le déclencheur interne. Et c'est essentiel. La documentation instantanée, c'est vraiment l'outil qui permet de figer cette fraction de seconde. Il s'agit simplement d'avoir un support de notes à portée de main. Un carnet, un post-it. Exactement. Et au moment précis où l'impulsion de distraction est repérée, l'action consiste à s'arrêter et à inscrire 3 choses. L'heure exacte, l'action en cours et surtout la manifestation physique précise de l'émotion. T'aurais un exemple concret? Bien sûr. Par exemple, on note, il est 10h15. Je rédige ce rapport financier. Je sens une pression très nette au niveau des tempes, une légère nausée d'appréhension. Et ma main se dirigeait vers le téléphone. C'est très clinique. Très. Et il y a un détail fondamental ici. Le but, ce n'est pas de réussir à ne pas ouvrir le téléphone. Ah bon? Non. On peut tout à fait finir par céder à la distraction juste après. L'acte de rupture décisif, la vraie victoire, c'est l'écriture du déclencheur au moment de son émergence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a une véritable bascule de perspective qui s'opère grâce à cette simple friction matérielle, tu vois. Ouais, On peut comparer ça au sport de haut niveau, en fait. vas-y, développe. Sur le terrain, l'athlète, il est immergé dans l'action pure. Son rythme cardiaque est à son maximum. La pression de l'adversaire est écrasante. Il agit et il réagit par pur réflexe de survie dans le jeu, quoi. Il est complètement fusionné avec son environnement. Voilà. Mais dès l'instant où l'on prend un stylo pour consigner sa propre impulsion, on n'est plus cet athlète en sueur. On est soudainement téléporté dans la cabine du commentateur sportif, tout en haut des gradins. Ah, j'aime beaucoup cette image. On observe l'action de très haut, avec un recul total. Et là, le commentateur, il décrit la scène. Il dit genre, on dirait qu'il ressent une tension dans la mâchoire. Il tente une manœuvre d'évitement vers son écran. C'est ça. Cette écriture, ça crée une distance psychologique immense entre l'observateur et l'émotion. Et cette analogie du passage du terrain à la tribune, ça illustre parfaitement un concept clinique majeur en psychologie, c'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive. La diffusion cognitive. Oui, habituellement, l'esprit humain est fusionné avec ses pensées. Au lieu de se dire je perçois une sensation d'anxiété en moi », on vit carrément l'état de « je suis anxieux Ouais, l'identification est totale. ». C'est ça. Et l'écriture force une structuration linguistique de l'expérience. En décrivant la scène avec la neutralité d'un commentateur externe, comme tu disais, on prouve neurologiquement à notre cerveau que l'on n'est pas à l'émotion. Mais qu'on est l'entité distincte qui observe cette émotion. Absolument. Du coup, le sentiment d'urgence s'effondre parce que la menace perd son immédiateté. Ok, je comprends le mécanisme, mais cette posture du commentateur, elle a tout de même une limite, non? On observe la tension, on l'a notée cliniquement dans un carnet, très bien, sauf que la tension physique, elle n'a pas disparu par magie. C'est vrai. Le corps reste imprégné, les doigts continuent peut-être de tapoter nerveusement sur le bois du bureau, le nœud à l'estomac y persiste, même si on l'a décrit avec des mots savants. Comment le cerveau gère ce résidu physique, en fait?
Il y a des techniques pour ça? Justement, les sources évoquent une méthode visuelle très spécifique qui est issue de la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est la fameuse technique des feuilles sur le ruisseau. Oui, très connu. En gros, il faudrait s'imaginer paisiblement installé au bord d'un cours d'eau, prendre chaque pensée intrusive, la déposer sur une feuille flottante et la regarder s'éloigner au gré du courant. Hmm. Honnêtement, s'imaginer sur les berges d'une rivière bucolique alors qu'on est au bord de la crise de nerfs devant son écran, ça frise un peu la pensée magique, non? C'est pas un peu naïf d'opposer de la poésie à la violence d'une angoisse bien réelle? Je comprends tout à fait la réticence. Et si on aborde cette visualisation comme une simple technique de relaxation superficielle, ton objection est parfaitement valide. Donc ce n'est pas que de la relaxation. Pas du tout. La mécanique interne de cet exercice est tout autre. Il s'agit en fait d'un protocole de thérapie d'exposition. D'exposition. Comme pour les phobies? Exactement. En psychologie clinique, l'exposition consiste à affronter ce qui déclenche la peur ou l'inconfort de manière totalement sécurisée. Le but, c'est de prouver au système nerveux que la situation n'est pas mortelle. D'accord. Quand l'angoisse de performance monte, l'instinct dicte la fuite. En s'asseyant mentalement sur cette rive imaginaire et en regardant l'anxiété dériver, sans chercher à l'arrêter ni à la fuir, on force littéralement le cerveau à rester en présence de l'émotion douloureuse. On s'échappe plus, on la regarde en face. Voilà, on lui démontre par l'expérience que cette sensation physique désagréable, aussi intense soit-elle, elle ne met pas notre vie en péril. C'est un entraînement radical à la tolérance de l'inconfort. D'accord, je vois. Il s'agit donc d'une véritable musculation de la tolérance à la douleur émotionnelle et pas juste d'une fuite dans un paysage zen. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une découverte hyper contre-intuitive, qui est absolument fascinante, explorée en profondeur par le journaliste Olivier Burkeman. Ah oui, ces travaux sont remarquables. Il existe un paradoxe total dans la manière dont notre attention affecte nos émotions. On a vu plutôt que supprimer une idée, ça crée un effet rebond destructeur, mais que se passe-t-il si, au contraire, on l'examine avec une curiosité bienveillante? Eh bien, les résultats sont surprenants. Mécanismes les plus élégants de notre psyché. Analysons d'abord une émotion positive. Par exemple, la gratitude, ou le simple émerveillement devant un paysage magnifique. D'accord. Si on s'arrête consciemment pour y prêter attention, pour étudier les nuances de couleurs, pour ressentir la chaleur du soleil sur la peau, qu'est-ce qui se passe? L'émotion positive s'amplifie. L'attention focalisée agit comme une loupe qui intensifie le bien-être, quoi. Exactement. Et par association logique, notre intuition nous hurle que la même règle s'applique aux émotions négatives. On se dit que si je me concentre sur cette angoisse qui me serre la poitrine, elle va grossir et finir par me dévorer. C'est la justification première de la distraction. On a peur d'être submergé. Or, les données cliniques prouvent très exactement l'inverse. Prêter une attention douce, clinique et dénuée de tout jugement à une émotion négative, ça tend irrémédiablement à la faire s'estomper et rétrécir. Attends, c'est un point qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. La curiosité agirait donc comme un désamorçage de la menace? Absolument. Il faut comprendre la fonction même d'une émotion négative. L'anxiété ou l'ennui profond, ce sont des signaux d'alarme de notre cerveau qui crient attention, il y a un problème imminent à traiter ». C'est un messager. Oui, si on fuit immédiatement en ouvrant une application de messagerie ou un réseau social, le cerveau archaïque se dit quoi? Il se dit « le message de danger n'a pas été reçu, l'individu ne réagit pas au problème, il faut donc hurler beaucoup plus fort ». Ah, donc l'angoisse augmente en bruit de fond. Exactement. À l'inverse, si on s'arrête pour observer cette angoisse en se disant par exemple « tiens, cette sensation se situe dans le haut de mon ventre, c'est comme une boule chaude et lourde », eh bien on envoie un signal de retour très clair au cerveau. On lui confirme que l'alarme a bien été entendue. C'est ça, on lui dit « c'est bon, le message est passé, la situation est en cours d'analyse ». Et dès que le système nerveux comprend que l'attention consciente est portée sur la menace supposée, il cesse de pomper de l'adrénaline et du cortisol. L'alarme s'éteint d'elle-même. Donc l'émotion négative, une fois qu'elle est étudiée sous le microscope de la curiosité, elle perd sa raison d'être et elle se dissipe parce qu'elle a accompli sa mission. C'est exactement le mécanisme en jeu. La trivialité du quotidien. S'asseoir, sortir son carnet, observer cliniquement la tension corporelle, ça demande un minimum de disponibilité et d'espace mental. C'est sûr. C'est applicable quand on est bloqué sur un dossier devant son ordinateur. Mais le danger de la distraction, le vrai gros piège, il survient pas toujours dans ces grandes plages horaires bien délimitées. Il se niche dans les failles invisibles de l'emploi du temps. Et les fameux interstices. Ouais, lors des micro-transitions de la journée. C'est ce qu'on appelle les moments liminaux.
Et c'est très souvent là que la bataille pour l'attention se perd de la manière la plus pernicieuse. Et le concept de liminalité est crucial ici. Le terme liminal, ça désigne un seuil, une zone de frontière. Mm. Ce sont ces espaces flottants, ces fragments de temps non structurés qui s'intercalent entre deux activités définies. Et le cerveau moderne, qui est hyperstimulé en permanence, il a développé une phobie absolue de ces espaces vides. Oui, et la banalité de ces moments liminaux est presque terrifiante de familiarité. L'exemple parfait, c'est l'attente à un feu rouge. Ah oui, classique. On dispose de 30 secondes de vide et automatiquement la main cherche le téléphone dans la poche juste pour vérifier un truc rapide. Le feu passe au vert, on redémarre mécaniquement, mais le cerveau il est resté totalement accroché au flux d'informations de l'écran. C'est tellement fréquent. C'est aussi cette page web sur l'ordinateur qui met 3 secondes de trop à charger. Cette infime attente, elle devient intolérable sur le plan sensoriel. Alors on ouvre un nouvel onglet et on se retrouve à errer pendant 20 minutes loin de la tâche initiale. Le fameux piège de l'onglet supplémentaire. Il y a aussi ce fameux sas de décompression nocturne, tu sais. Ah oui, le soir. Le côté « je suis beaucoup trop épuisée pour trouver la force de me lever du canapé, d'éteindre les lumières et d'aller me brosser les dents, alors je lance juste la suite de la série en attendant de trouver l'énergie. » Et l'excuse rationnelle fournie par le cerveau à ce moment-là, c'est la fatigue. Mais la réalité, c'est une incapacité criante à traverser une transition inconfortable. Le véritable danger de ces moments liminaux, c'est pas le comportement adopté pendant ces 3 secondes de vide, c'est l'effet de contagion qui détruit la demi-heure qui suit. Exactement. Une attente même de 3 secondes, elle est perçue par notre système dopaminergique comme un manque de stimulation inacceptable. C'est un vide qu'il faut combler à tout prix. C'est viscéral. Totalement. Et c'est précisément pour naviguer sans dommage dans ces moments liminaux qu'une tactique comportementale très spécifique a été formalisée. C'est la règle des 10 minutes. La règle des 10 minutes, Oui. Et il y a une subtilité majeure dans cette règle, un vrai piège psychologique à éviter impérativement. Cette règle, elle ne consiste surtout pas à s'interdire formellement de céder à l'envie. d'accord. Pourquoi ? Parce que l'interdiction ferme nous ramènerait instantanément au problème de l'éléphant rose et de l'effet rebond qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, logique. L'approche consiste plutôt à engager une négociation avec son propre cerveau en lui disant « Ok, c'est d'accord. Nous pouvons tout à fait ouvrir ce nouvel onglet ou vérifier les réseaux sociaux ou même rester avachis sur le canapé. Mais pas tout de suite. L'action est autorisée, mais nous allons attendre exactement 10 minutes avant de l'exécuter. » C'est un marché incroyablement malin. On remplace le non définitif qui braque complètement l'esprit par un plus tard vachement plus permissif. C'est exactement ça. On relâche la pression. Mais soyons exigeants sur le mécanisme. Pourquoi spécifiquement 10 minutes ? Que se passe-t-il sur le plan strictement biologique pendant ce laps de temps précis ? Parce que si la méthode consiste simplement à serrer les poings et à fixer l'horloge en retenant sa respiration pendant 600 secondes, l'expérience risque de paraître comme une éternité insurmontable. Alors, la durée de 10 minutes, elle n'est pas du tout arbitraire. Si on plonge dans la biologie des impulsions, on découvre la mécanique scientifique derrière ce que les psychologues appellent « surfer sur la vague des envies Surfer sur la vague, j'aime bien l'image. ». Et c'est très littéral. Une envie irrépressible, que ce soit une envie de sucre, une pulsion d'achat ou le besoin de fuir sur Internet, ce n'est pas un état statique et permanent. C'est pas linéaire. Non, c'est un pic biochimique brutal. C'est une décharge de dopamine, qui est l'hormone de l'anticipation, massivement couplée à du cortisol, qui est l'hormone du stress générant la sensation d'urgence. Un beau cocktail. Or, ces hormones ont une demi-vie très courte dans la circulation sanguine, si elles ne sont pas réalimentées par une action concrète. Une envie, elle se comporte exactement avec l'anatomie d'une vague océanique. C'est-à-dire ? Elle naît au loin, elle enfle rapidement, elle atteint un pic d'intensité féroce généralement au bout de quelques minutes, où l'urgence semble dicter une question de vie ou de mort. Puis, inexorablement, la vague s'écrase sur la plage et l'eau se retire. L'orage chimique se dissipe de lui-même, en fait. Exactement. L'intervalle de 10 minutes est cliniquement calculé pour durer plus longtemps que la demi-vie de cette impulsion hormonale. Donc, pendant ces 10 minutes de délai imposés, l'objectif est de s'installer sur notre planche de surf mentale. On ne nage pas frénétiquement à contre-courant pour aplatir la vague. De l'envie, on se laisse simplement soulever par elle. Voilà. On observe la montée de l'irritation devant la page web lente. On étudie la tension dans ses propres épaules face au feu rouge. Et le résultat fascinant, c'est que la très grande majorité du temps, bien avant que les 10 minutes ne soient totalement écoulées, disons autour de la 7e ou 8e minute, la vague chimique s'est fracassée. Et la pression retombe.
Le moment liminal périlleux a été franchi avec succès. La fameuse page web a largement fini de charger, la lumière est passée au vert depuis longtemps, ou l'énergie pour se lever du canapé, elle est naturellement revenue. Tout simplement. L'envie artificielle et compulsive de se distraire s'est évaporée toute seule. Non pas parce qu'on a épuisé notre réserve de volonté dans un combat titanesque, mais simplement parce qu'on a chronométré la chimie de notre cerveau au lieu de la combattre. C'est brillant. Et les données issues de la recherche clinique sur le traitement des addictions corroborent ça. Notamment auprès des fumeurs, ça se vérifie avec une clarté absolue. Vraiment ? Oui, les groupes à qui l'on enseigne la méthode de surfer sur la vague de l'envie, c'est-à-dire ressentir l'urgence sans l'accompagner d'une action, réduisent leur consommation de manière spectaculaire. Ils ont des taux de réussite très supérieurs à ceux qui s'appuient uniquement sur l'abstinence et la force mentale. C'est dingue que ce soit aussi efficace. Parce qu'il s'agit d'une véritable reprogrammation des voies neuronales. On déconnecte délibérément le câble automatique qui relie le stimulus, donc le pic d'inconfort, et la réponse comportementale, la distraction. On insère un espace entre les deux. Ce minuscule espace de temps redonne le monopole du pouvoir décisionnel au cortex préfrontal. Et passé ce délai, si l'on décide consciemment d'aller sur Internet, c'est un choix délibéré et non plus une réaction de panique face à un inconfort. Si l'on assemble les pièces complexes de cette mécanique cérébrale, la conclusion pratique qui en découle, elle est vertigineuse pour notre quotidien. La véritable stratégie pour regagner la souveraineté de notre attention n'a jamais été de supprimer radicalement nos écrans, de jeter nos téléphones dans la rivière ou de s'imposer une discipline spartiate qui finira par céder sous la pression. Non, ça ne tient pas sur le long terme. L'enjeu central, c'est de reprogrammer profondément l'esprit pour passer d'un mode de réaction paniquée à un mode d'investigation curieuse. Au lieu d'être secoué et malmené par le moindre petit inconfort passager, l'approche consiste à enfiler la blouse du scientifique bienveillant au sein de notre propre laboratoire mental. Et si on étire cette logique exploratoire jusqu'à son aboutissement, ça fait émerger une pensée qui bouscule toutes nos certitudes, une réflexion qui est presque philosophique. Je t'écoute. Nous avons établi que maîtriser son attention revient, in fine, à avoir le courage d'observer cliniquement ses propres zones de douleur psychologique, ses incertitudes, son anxiété de performance, sa peur viscérale de ne pas être à la hauteur. Ouais. Mais cela implique un renversement de paradigme total. Ça signifie que chaque fois que nous ressentons cette impulsion fulgurante, ce besoin pressant de scroller sur un écran pour fuir une tâche difficile, eh bien ce n'est absolument pas une preuve de notre faiblesse ou de notre manque de volonté. C'est quoi alors ? C'est en réalité une alarme extraordinairement précieuse. C'est une opportunité cachée. La distraction devient un outil de diagnostic. Elle nous indique avec une précision chirurgicale où se trouvent précisément nos insécurités non résolues à cet instant précis. C'est un indicateur. Exactement. En choisissant d'étudier cette impulsion, au lieu d'y céder aveuglement ou de la réprimer, chaque tentation se transforme en une fenêtre d'observation inespérée pour apprendre à décoder son propre fonctionnement psychique. L'inconfort n'est plus l'ennemi invisible qu'il faut abattre à tout prix. C'est devenu la boussole qui indique exactement ce que nous avons besoin de soigner en nous. Voilà, c'est exactement ça. Voir la distraction non plus comme une fatalité technologique, mais comme une boussole interne pointant vers nos propres vulnérabilités, c'est un renversement intellectuel total. Au final, cette exploration nous équipe avec des outils d'une subtilité redoutable face aux défis modernes. L'inconfort interne, c'est plus ce mur opaque et angoissant contre lequel on se cogne violemment, tu vois ? Ouais, on ne le fuit plus en s'abrutissant de flux d'informations. C'est ça. C'est un phénomène biologique naturel, une simple vague chimique temporaire qu'il suffit d'apprendre à observer et à surfer avec indulgence. Ce simple changement de posture mentale, cette curiosité clinique appliquée à nos propres turbulences intérieures, ça détient le pouvoir concret de métamorphoser notre relation au travail, notre présence aux autres, et de manière beaucoup plus profonde, notre relation à nous-mêmes. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.